Bonjour à tous, bienvenue, à ce, webinaire qui va porter aujourd'hui, sur, l'information consultation, du CSE en cas, de restructuration, d'entreprise. Je suis, Florence Trevet-Wolf, avocate, et associée, du service droit social du cabinet. Je suis aujourd'hui, accompagnée, de Justine Sibering, qui est consultante en droit social également au sein de notre cabinet. Bonjour. Tout de suite, nous allons donc vous proposer de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder donc dans un premier temps notre sommaire et vous rappeler déjà au préalable que cette animation, cette présentation va se focaliser sur cette notion d'information-consultation qui fait l'objet de nombreux questionnements suivant certaines situations que rencontre l'entreprise, suivant certains thèmes ou suivant certaines décisions qu'elle va être amenée à prendre. Donc aujourd'hui ne seront pas abordés tout ce qui va concerner les élections, tout ce qui va concerner la protection des salariés, la gestion des budgets sociaux et culturels, les impacts qui peuvent être en matière sociale et fiscale de certaines sommes qui sont versées notamment via le CE. On va vraiment rester concentré sur cette notion d'information et de consultation. Et même si c'est ce que je viens de vous dire, on va quand même faire un tout petit point de rappel sur le moment de la mise en œuvre des élections qui ne sera pas anodine. On reviendra sur les missions du CSE qui vont effectivement, par rapport à cette mission, faire l'objet d'informations, aborder cette question de la distinction entre l'information et l'information-consultation, quelles sont les informations-consultations récurrentes, donc par essence obligatoires, les informations qui vont être ponctuelles, et quelle est cette fameuse procédure, qu'est-ce que ça engendre quand je consulte ou j'informe mon CSE, pour moi employeur, et quelles sont les sanctions si je ne respecte pas les dispositions légales en matière d'information ou d'information-consultation. Donc, tout d'abord, petit point de rappel sur le moment de la mise en œuvre des élections. Tel que je vous le disais, nous n'allons pas parler des élections, des candidatures, des notions de protection, de délais à respecter, d'affichage électoral, d'information des syndicats. Par contre, là où nous souhaitions, avec Justine, vous faire un petit point d'information, c'est qu'on s'est rendu compte dans le cadre de la crise sanitaire que de nombreux CSE s'étaient trouvés avec un collège électoral qui n'était plus ou insuffisamment représenté, ou un membre d'élu titulaire qui était réduit de moitié. Nous l'avons rencontré face à des situations où les salariés ont donné leur démission, ont été licenciés pour inaptitude ou ont fait l'objet de licenciements économiques. Et ce qu'il faut que vous gardiez en tête, justement par rapport à ce thème d'information-consultation, c'est que lorsque je me vois face à une situation telle que je viens de le dire, notamment par exemple d'un nombre des élus titulaires qui serait réduit de moitié, je me dois de mettre en place ce qu'on appelle des élections partielles, sauf si la durée de mes mandats devait arriver à terme dans un délai de moins de 6 mois. Pourquoi on a pris le temps d'insister sur ce point? C'est que si vous n'avez pas donc un CSE complet, eh bien, vous n'allez pas pouvoir procéder aux informations consultations et dans ce cas, vous allez subir un certain nombre de sanctions. Ces sanctions sont le fait que comme vous n'avez pas mis en place des élections, ou vous pourriez aussi démontrer que vous avez mis en place des élections, mais dans ce cas-là, il faut que vous ayez un procès-verbal de carence. Parce que l'absence de ce procès-verbal de carence va faire que, par exemple, si vous mettez en place un accord d'intéressement, eh bien, vous ne bénéficierez pas des exonérations sociales qui y sont attachées si vous n'avez pas soit procédé à vos élections, soit surtout ce fameux procès-verbal de carence. Et vos salariés, si vous faites des licenciements économiques, pourront avoir droit, même si votre licenciement
est déclaré fondé à des dommages et intérêts. Même façon pour un licenciement personnel ou pour un licenciement pour inaptitude. Je vous rappelle que pour le licenciement pour inaptitude, l'information consultation du CSE est obligatoire, qu'on soit en inaptitude professionnelle ou non professionnelle, et que les dommages et intérêts seraient d'un minimum de 6 mois, puisque le licenciement serait déclaré abusif. Donc, on souhaitait vous faire cette petite piqûre de rappel, puisque en réalité, le fait que vous ayez un CSE conforme va entraîner donc ces notions d'information et ou d'information consultation. Donc, tout d'abord, on va rappeler quelles sont les missions du CSE selon l'effectif. Donc, comme l'a indiqué Florence, c'est l'effectif qui détermine les missions du CSE. Donc, dans les entreprises de moins de 50 salariés, on parle de CSE à attribution réduite ou de CSE restreint. Ce CSE occupera les fonctions qu'occupaient historiquement les délégués du personnel, c'est-à-dire présenter les réclamations d'ordre individuel ou collectif des salariés auprès de l'employeur, contribuer à la promotion de la santé, sécurité et les conditions de travail, et également, il pourra saisir l'inspection du travail dans certains cas. Dans les entreprises de au moins 50 salariés, on parle de CSE à attribution étendue ou de CSE élargie. Ce CSE occupera les fonctions, exercera les missions qu'occupaient historiquement les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux missions qu'exerçait le comité d'entreprise, puisque notre cœur de sujet, ce sera l'information-consultation du CSE sur les sujets qui concernent l'organisation et la marge générale de l'entreprise et les conséquences que ces décisions peuvent avoir sur les salariés. Et surtout, le CSE à attribution élargie est doté de la personnalité civile, ce que n'a pas le CSE à attribution restreinte. Et le fait d'avoir cette personnalité civile va permettre au CSE de pouvoir, et je déflore un tout petit peu le sujet, mais ça me semble important d'insister maintenant, de pouvoir demander des dommages et intérêts pour les manquements de l'employeur, notamment en termes d'information et de consultation, outre d'autres points que nous allons vous développer plus avant. Donc, certaines entreprises sont dotées d'établissements, c'est-à-dire qu'il y a l'entreprise et des sites distincts qui ont plus d'11 salariés, par exemple, et qui peuvent être dotés de CSE. Dans ce cas, on parlera de CSE central et de CSE d'établissement. La question qui se pose, c'est comment articuler les informations consultation dans ce cas-là. Eh bien, si le sujet concerne uniquement l'entreprise et ne comporte pas de mesures qui affecteront les établissements, on informera et consultera uniquement le comité central. En revanche, si la mesure envisagée a des impacts sur les établissements, dans ce cas, on aura une double consultation. En premier lieu, une consultation du CSE central sur le projet envisagé, puis une consultation des comités d'établissement qui sont concernés par la mesure qui va être mise en place. On voulait également vous faire un petit point sur le conseil d'entreprise qui est mis en place de façon facultative uniquement et qui, en fait, est une fusion entre le CSE et le délégué syndical. C'est-à-dire qu'il regroupera les attributions propres du CSE à attribution élargie, donc les CSE de plus de 50 salariés, mais également il aura les fonctions de négociation des délégués syndicaux. Dans les faits, c'est très rare puisque les délégués syndicaux veulent se garder la prérogative de négociation et donc le conseil d'entreprise n'est que très rarement mis en place. Alors, le point crucial de notre animation de ce jour, c'est effectivement de savoir à quel moment on est dans le cadre d'une simple information et dans le cadre d'une information et consultation. Alors, on va déjà essayer de décortiquer ce qu'il y a derrière ces termes. Donc, lorsque l'employeur est appelé à mettre en place certaines décisions, est-ce qu'il se doit d'informer son CSE? Et dans ce cas-là, à quel moment? Ou est-ce qu'il se doit de l'informer et de le consulter? En réalité, ça va être une situation au cas par cas. On va voir qu'il y a des thèmes, des situations
qui entraînent des prises de décision qui ont des conséquences dans la vie de l'entreprise, mais que ces dernières sont précisément prévues par la loi. Ce sont notamment les fameuses consultations récurrentes et ensuite qu'il y a des consultations ponctuelles. Et effectivement, la question va se poser lorsqu'on va être dans un sujet de décision ponctuelle. Donc, si le sujet est ponctuel, va se poser la question de savoir est-ce que j'informe et à quel moment, ou est-ce que j'informe et je consulte, sachant que la consultation doit être effectuée avant que la décision que j'ai prise soit ferme et définitive, qu'il s'agit donc de recueillir l'avis au préalable avant ma prise de décision. Ce qui est important aussi, c'est de garder en tête que la consultation pour avis n'est pas une autorisation auprès du CSE, c'est le fait de recueillir son avis et que celui-ci va pouvoir être défavorable ou favorable. On va voir tout à l'heure, quand on abordera les notions de délai plus loin, qu'aujourd'hui, l'innovation de la loi sur le CSE, c'est qu'on n'a plus de notion de le CSE ne se prononce pas, ce qui paralysait la mise en œuvre des activités, des actions de l'entreprise. Je reviens néanmoins sur le fait que, comme je vous le disais, on ne parle pas d'une autorisation expresse du CSE, mais il existe certains cas pour lesquels eh bien, il me faut une autorisation, même si celui-ci est appelé un avis conforme juridiquement. Alors, les points sur lesquels on a besoin d'un avis conforme du CSE, c'est-à-dire quelque part une autorisation, c'est-à-dire qu'il doit rendre un avis dit favorable, c'est des points pour lesquels les employeurs ont tendance à l'oublier. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux mettre en place un système de rémunération de mes heures supplémentaires qui ne soit plus sous forme de monnaie sonnante et trébuchante, mais sous forme d'un repos de remplacement, eh bien, il me faut l'avis conforme du CSE. De la même façon que si je souhaite mettre en place un service de médecine du travail ou nommer un médecin du travail au sein de l'entreprise, il me faut un avis conforme. On rencontre aussi ce point d'un avis conforme lorsque on concerne tout ce qui est demande de congé de formation pour la formation notamment économique et syndicale, et on le rencontre aussi pour tout ce qui va être la mise en place d'horaires individualisés. Alors l'horaire individualisé, ce n'est pas de dire Monsieur Dupont travaillera tel jour à telle heure ou travaillera à temps partiel. Ça, c'est pas ce qu'on appelle l'horaire individualisé. C'est un nom qui peut prêter à confusion. C'est lorsqu'on met en place par accord d'entreprise ou par décision unilatérale, le fait de dire qu'il y a des plages fixes où les salariés seront tenus d'être présents, que ce soit aujourd'hui en présentiel ou en télétravail, mais seront tenus de travailler, et des plages dites souples où les salariés ne seront pas tenus de travailler. Concrètement, c'est le fait de dire que les salariés peuvent arriver dans l'entreprise entre 8h30 et 9h, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de travailler à 8h30. Par contre, à partir de 9h, les gens sont tenus, par exemple, de travailler jusqu'à midi. Et à partir de midi, certains peuvent rester, mais peuvent partir entre midi et demi et 1h. Je ne rentre pas plus loin dans les détails, l'idée étant d'attirer votre attention, parce que quelquefois, ça ne semble pas forcément. On va avoir le réflexe de dire « je vais les consulter ». Par contre, on ne va pas avoir le réflexe de se dire « ah mais attention, là, il me faut un avis favorable ». Donc, on va avoir, tel qu'on l'évoquait, deux types d'informations consultation, les récurrentes et les ponctuelles. Donc, des informations récurrentes qui, elles, vont devenir obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés. Concrètement, ça veut dire que ce qu'on va vous développer ne font pas partie des informations consultation obligatoires qu'on va rencontrer dans les entreprises de moins de 20 salariés. Donc, les informations consultation récurrentes dans les entreprises de plus de 50 salariés sont de trois natures. Il y a le thème des orientations stratégiques de l'entreprise, également la situation économique et financière de cette entreprise, et enfin la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi. Ces consultations sont annuelles
ou alors trimestrielle dans les entreprises de plus de 300 salariés. On vous présente en premier lieu la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, mais précision faite que l'ordre n'est pas défini. Vous pouvez d'abord informer et consulter sur les conditions d'emploi et sociales, ou sur ce point-là, si vous préférez commencer par celui-ci. L'important, c'est de le faire dans l'année, peu importe le moment auquel vous faites l'information consultation. Donc, concernant les orientations stratégiques de l'entreprise, il faudra informer et consulter le CSE sur les conséquences qu'auront ces orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'organisation du travail ou encore même le recours à la sous-traitance et également sur tout ce qui touche à la formation professionnelle des salariés. On vous a mis un point d'actualité qui concerne la crise sanitaire qu'on connaît depuis 2 ans et qui porte sur les aides accordées dans le cadre du plan de relance. Ces aides doivent faire l'objet d'une information consultation spécifique du CSE dans le cadre de cette consultation récurrente. Et attention, avant le 31 décembre 2022, l'employeur doit communiquer au CSE le montant, la nature et l'utilisation qui est faite de ces aides. Et le CSE devra formuler un avis bien distinct sur l'utilisation qui est faite par l'entreprise de ces crédits. Le deuxième sujet de consultation, c'est la situation économique et financière de l'entreprise, donc tel que l'intitulé le précise. C'est tout ce qui concerne l'aspect financier et comptable de l'entreprise. Il faut également faire une information consultation sur la politique de recherche et développement de l'entreprise s'il y en a une. Et attention, l'absence de consultation emporte la suspension des aides publiques qui peuvent être versées à la société sur ce sujet. Enfin, le dernier terme, c'est la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi. Plusieurs sous-thèmes doivent être évoqués, dont notamment les congés, l'aménagement du travail, la durée du travail, l'égalité homme-femme. Plus précisément, par exemple, concernant les congés, ça va être d'informer et consulter le CSE sur l'organisation des congés dans l'année, sur l'aménagement du temps de travail, ça va être la mise en place, comme Florence le disait, d'horaires individualisés ou de sujets. Et un petit point aussi qui nous semble important parce qu'il est souvent occulté ou oublié par les entreprises, mais à l'heure des réseaux sociaux, c'est de surtout aussi regarder les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, si notamment l'entreprise n'est pas couverte par un accord d'égalité et de qualité de vie au travail, parce qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus de difficultés sur cette question. Et comme vous le voyez, c'est soumis à l'information, consultation du CSE. Donc concrètement, comment l'employeur doit s'y prendre pour transmettre les informations dans le cadre de ces informations consultations récurrentes? Il va le faire par le dispositif de la base de données économiques, sociales et environnementales. Donc cette BDESE doit être actualisée au minimum une fois par an et doit impérativement être mise à jour avant les 3 grandes consultations annuelles qu'on a développées juste avant. Donc les informations qui doivent être mises à disposition dans cette base de données sont détaillées très précisément par la loi. Là, on vous a fait un récapitulatif assez sommaire. Donc c'est évidemment les données économiques et financières de l'entreprise, les perspectives pour l'année à venir, les informations qui concernent la politique de recherche et de développement. Il y a des spécificités pour les sociétés commerciales. Il faudra communiquer les documents qui sont transmis aux actionnaires et aux associés. Pour les entreprises non commerciales, il faudra transmettre les documents comptables. Et la nouveauté, c'est la loi climat et résilience qui impose à l'employeur d'informer les membres du CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, on va un petit peu détailler ce sujet, c'est-à-dire que l'entreprise devra impérativement informer, consulter le CSE sur l'impact environnemental de son activité, c'est-à-dire la production et la gestion des déchets, l'utilisation des ressources durables, par exemple la consommation d'eau, d'énergie, d'électricité, de gaz, l'impact que peut avoir le transport effectué par la société sur l'environnement. Tous ces points devront vraiment
faire l'objet d'une information au CSE. Et également, si jamais le CSE décide de recourir à un expert, ces informations devront également lui être transmises. On reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Tout à fait. Avec une spécificité pour les entreprises de plus de 300 salariés, d'autres informations doivent être transmises. Vous pourrez revoir ce slide si vous le souhaitez pour avoir plus de précision sur les informations à transmettre dans ce cas-là, mais on ne va pas les développer plus avant. Donc, les informations consultations peuvent être de nature ponctuelle également dans les entreprises de plus de 50 salariés. C'est le Code du travail qui nous indique quelles sont les informations consultations ponctuelles à effectuer. Donc, c'est ce qui concerne les attributions générales du CSE, l'article qui le détaille, et également l'article qui détaille les consultations ponctuelles. Donc, ces informations consultations sont sur les questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise. Le Code du travail nous liste de manière non exhaustive les thèmes qui doivent donner lieu à une information consultation. On vous a identifié en gras les thèmes qu'on va traiter aujourd'hui, puisqu'il y en a trop, on ne pourrait pas s'attarder sur chaque sujet dans l'heure qui nous est impartie. Donc, on va notamment traiter de la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, c'est-à-dire des fusions-scissions, également des aménagements importants qui modifient les conditions de santé et sécurité des salariés, c'est-à-dire l'introduction d'une nouvelle machine dans une usine, l'informatisation d'un poste, l'automatisation d'un poste, également restructuration, compression des effectifs ou encore le licenciement collectif pour motif économique, avec la précision qu'à chaque fois, le CSE doit bien être informé, consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures. Alors, tout à l'heure, je suis peut-être restée encore un tout petit peu floue pour ce qui est distinguer l'information de l'information consultation. Je l'ai fait délibérément parce que, en fait, la réflexion, elle est visée dans cet article. C'est-à-dire que lorsque je prends une décision, est-ce que si demain je fais un déménagement à 100 mètres de mon entreprise, je suis dans une décision qui va entraîner quelque chose, un changement important dans la marge générale de l'entreprise, est-ce que ça va avoir un impact sur mes effectifs? Est-ce que si demain je déménage à l'autre bout de la France, eh bien, c'est à chaque fois ce type de questions. Et l'idée, quand nous avons mis en place ce thème dans le cadre de ce webinaire, c'est que nous avons souvent au cabinet nos services fiscaux ou nos services droit des sociétés qui viennent nous poser la question, notamment sur la modification économique et juridique de l'entreprise. Et on va voir un petit peu plus loin les types de questions qui reviennent, mais souvent, qu'est-ce qu'on va entendre? C'est j'ai une société qui va acheter des actions, simplement ça, elle ne va pas s'immiscer dans la gestion à venir de la société qu'elle rachète, ou j'ai une société que je vais racheter, où je ne vais prendre qu'une partie de l'entreprise, est-ce que je suis dans un transfert partiel d'actifs? Cette société que j'achète, elle a un comité central d'entreprise et elle a des comités d'établissement, qui j'informe dans mon CSE de l'entreprise acheteuse, qui j'informe et je consulte, la question est parlable aussi dans l'entreprise acheteuse, dans mon entreprise vendeuse. Et en fait, c'est à chaque fois cette question d'information et ou d'information-consultation qui est, comme on est en train de le voir, dans une situation ponctuelle. Est-ce que je dois, jusqu'où je dois avoir mon degré d'information, de consultation de mon CSE, parce qu'en fait, on pourrait par confort dire, faites à chaque fois une information consultation si vous avez un flottement par rapport à la définition qui est posée par l'article que vous avez sous les yeux. Le seul point d'importance, c'est que si je suis dans une information, eh bien, je n'ai pas besoin de consulter au préalable mon CSE, je peux le consulter a posteriori, c'est-à-dire en ayant mis en place ma décision. Si je dois faire une information consultation, je dois recueillir l'avis de mon CSE, même si tout à l'heure nous avons évoqué que le fait qu'il soit défavorable n'empêche pas la mise en place de ma décision et de mon projet d'opération. Pour autant, il va y avoir des délais pour qu'il se prononce. Il y a un transfert d'informations, d'éléments, de documentation que les employeurs n'ont pas toujours envie de donner ou ne comprennent pas toujours, surtout si ça vient d'acquéreurs étrangers, pourquoi on va le faire. Et surtout, il va y avoir un délai qui peut paralyser la mise en œuvre de ce projet, notamment juridique dans notre exemple, qui entraîne différents impacts. Donc, c'est en ça
qu'à chaque fois, là, en fait, est-ce que je suis dans une information? Est-ce que je suis dans une consultation? Information, consultation. Eh bien, je me dis: «Est-ce que ce que je décide va avoir un impact sur mon organisation, sur la gestion, sur la marge générale? Et est-ce que cette décision va entraîner aussi, un impact sur mon volume de mes effectifs, sur la structure de mes effectifs?» Et aujourd'hui, on insiste dessus parce qu'on a vu que c'était beaucoup passé, et pas retenu par nos clients, donc les chefs d'entreprise. Est-ce que ce sujet va avoir, des conséquences environnementales? Comme l'évoquait Justine, parce que vous allez voir, on va l'évoquer plus loin, c'est que non seulement je vais devoir recueillir un avis de mon CSE sur ce projet, mais je vais devoir aussi avoir en parallèle un avis du CSE sur les conséquences environnementales de ce projet. Oui, et comme le disait Florence, pour déterminer s'il faut faire une information plus une consultation, il faut s'attacher à l'objet de l'information consultation et de la mesure qui va être mise en place. Il faut que cette mesure soit collective et qu'elle présente un caractère important et pérenne. C'est-à-dire que si c'est seulement une mesure individuelle, il n'y aura pas lieu d'information consultation sur ce point-là, sauf cas prévus expressément par la loi, tels que l'inaptitude ou le licenciement d'un salarié protégé. C'est-à-dire, par exemple, si, je veux faire signer un avenant au contrat de travail d'un de mes salariés pour lui modifier sa durée du travail, par exemple passer de 35 à 37 ou 39 heures, dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'information consultation du CSE, ce sera un accord entre, l'employeur et le salarié simplement. Idem pour une mutation individuelle. Oui. Et cette information consultation doit impérativement avoir lieu avant la mise en œuvre de la mesure, mais avant également que cette décision soit définitivement prise. Donc avant toute décision ferme et définitive, il faut une information consultation du CSE. Si la consultation est tardive, c'est-à-dire qu'elle se fait après que la décision a été prise, il y a le risque, d'une sanction qui est le délit d'entrave, qu'on développera plus tardivement, mais c'est une sanction pénale. Donc le risque est très grand. Il faut vraiment s'attacher à effectuer l'information consultation bien en amont et avant que la décision soit ferme et définitive. Alors, tel qu'on l'a évoqué et tel que je vous l'ai indiqué, un des premiers points, c'est tout ce qui va toucher la modification et l'organisation économique de l'entreprise. Donc là, depuis, la loi, de 2017 qui a réformé, les instances représentatives, la législation sur les instances représentatives et la représentation du personnel, eh bien, clairement, l'employeur doit informer et consulter le CSE sur, le projet d'organisation économique et juridique qu'il envisage de mettre en place. Donc on va avoir, notamment en termes de modification de l'organisation économique, eh bien, ça peut être la fermeture d'un site, ça peut être l'inverse, la création d'un nouveau site, ça peut être la création de diverses agences, ça peut être aussi, des, réformes et des réformations au sein d'un service. Je pense notamment, à un service commercial, dans lequel, aujourd'hui, j'ai développé, des zones de vente, sous forme de distribution indirecte et demain je veux cesser la distribution indirecte ou je veux ajouter une distribution directe. Je veux revoir mes territoires. Avant, j'avais, 4 commerciaux répartis, sur, les cas de la France coupée en 4. Demain, je veux, réduire à 2. Demain, je veux diviser à nouveau ces secteurs. Tout ça a un impact sur la marge générale de l'entreprise, a un impact sur le volume de mes effectifs et même dans le dernier exemple que je viens de vous prendre, ça peut avoir aussi un impact sur la santé de mes salariés. Puisqu'aujourd'hui, je vous le rappelle, le CSE a également les attributions du CHSCT, ce qui veut dire qu'il vous faudra faire aussi une consultation, si vous étiez amené à avoir ce type de sujet, également sur les conditions de travail et de santé des, salariés, concernés par votre projet de réorganisation. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la, réorganisation, juridique. Et donc là, les notions de fusion, alors les notions de fusion, on va voir que généralement l'employeur, il a quand même un peu l'idée que c'est un événement important,
que ça va modifier donc l'organisation juridique et que ça va avoir un impact sur mes salariés. En revanche, la question, et c'est vrai que c'est ce qui nous a amené, je le répète, à aborder ce terme aujourd'hui, c'est lorsque il y a notamment une prise de participation, hein, où on se dit: «Ben voilà, je vais, acheter des parts dans une, entreprise et mais je ne vais toucher à rien d'autre. Je ne vais pas, changer la direction, je ne vais pas changer, non plus, les autres actionnaires, ni mes organes de direction. Je ne vais pas, changer l'organisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, que ce soit, des accords d'entreprise sur, le compte épargne-temps, que ce soit des accords d'entreprise sur l'organisation, de la durée de travail. Je ne touche à rien, mais, je prends, des actions ou je vends des actions. Eh bien là, à partir de là, aujourd'hui, eh bien en fait, il faut faire une information, consultation du, CSE et celle-ci va être nécessaire. J'attire également votre attention qu'on rencontre les questions où on nous dit: «Voilà, aujourd'hui, on va commencer à acheter quelques actions, mais on sait qu'à terme, on va acheter l'entreprise ou on va racheter plusieurs sociétés du groupe. On sait à terme que dans ce projet, on va fermer certains sites ou on va fusionner certains sites». À partir du moment où vous avez dès l'origine la certitude ou la quasi-certitude que vous mettrez en œuvre ce projet, même s'il est découpé dans le temps, même si aujourd'hui il ne s'agit que d'acquérir, même si aujourd'hui la fusion n'aura lieu que dans 1 an ou 2, à partir du moment où vous savez que cette décision à plus ou moins long terme va avoir un impact sur la marge générale de l'entreprise et sur les hommes et les femmes qui la composent, vous devez d'informer et consulter votre CSE et que ce soit chez celui qui a le projet d'acquérir et que ce soit sur le projet de celui qui va être vendu ou absorbé ou fusionné, puisque dans les 2 situations, on se rend compte que, il y a, donc des impacts importants des, 2, côtés. Alors on voit qu'il y a une question qui a été posée, je la cite pour tout le monde. C'est dans le cadre d'un projet de transformation d'une SARL en SAS, est-ce qu'il y a-t-il l'obligation de communiquer l'avis des associés du CSE aux associés? Alors là, on abordera la question quand on sera plus sur l'avis proprement dit ultérieurement, mais on ne la perd pas de vue. Donc à partir de là, lorsque je vais, donc mettre en place, mon information consultation, eh bien, il va falloir effectivement on le retrouve aussi dans, les, opérations de concentration. Donc les opérations de concentration, ça va plus loin qu'une simple prise de participation, puisque là, on sait, que, l'on fusionne et dans ces cas-là, il va y avoir effectivement une information consultation. Autre point, il va y avoir même une double information, consultation pour, ce qu'on appellera, les, opérations d'importance. Alors les opérations d'importance, c'est quand le projet va, avoir, des importances parce qu'il a une modification, qui va toucher les entreprises soit à un niveau à une dimension communautaire ou si on est dans des chiffres d'affaires totales mondiales qui sont soit comprenant, des entreprises ou des groupes qui va être cette concentration va emmener à un chiffre d'affaires, va porter un chiffre d'affaires supérieur à, 150 millions d'euros ou si ça concerne au moins 2 entreprises, qui va porter le chiffre d'affaires à 50 millions d'euros. Dans ce cas-là, il va y avoir cette fameuse information consultation en amont, mais ensuite, il va y avoir une autre consultation de notre CSE après la notification du projet de concentration à l'autorité de la concurrence ou à la Commission européenne. Donc, l'autre sujet d'information, consultation ponctuelle que je voudrais vous développer ici, c'est l'aménagement important qui modifiera les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés. Donc, c'est une information consultation obligatoire sur ce sujet.
Et comme l'a développé Florence avant, c'est évident puisque le CSE occupe les fonctions qu'occupait le CHSCT, et donc qui sont relatives à l'hygiène et à la sécurité. Si le projet a donc un impact sur ce sujet-là, il faudra informer et consulter le CSE. En cas de restructuration et compression des effectifs, il faudra également informer et consulter le CSE à ce sujet, et l'avis doit être transmis à l'autorité administrative. C'est-à-dire à la DRIT. Concernant les licenciements collectifs pour motifs économiques. Donc, point essentiel, on parle de licenciement collectif dès lors que l'on envisage de licencier 2 salariés. La consultation du CSE devra porter sur l'opération projetée et ses modalités d'application. C'est-à-dire qu'il faudra donner un certain nombre d'informations au CSE et notamment une note économique et financière qui développera l'impact financier, les difficultés financières rencontrées par la société. Ça peut être une baisse des commandes, une baisse du chiffre d'affaires, une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en réorganisant les services. Également, il faudra indiquer le nombre de licenciements envisagés, les critères d'ordre. Ça pourra là être soit imposé par la convention collective ou alors c'est l'employeur qui les déterminera, et ça peut aller de la charge de famille subie par les salariés, l'âge des salariés, le niveau de diplôme, les compétences. Il faudra indiquer également le calendrier prévisionnel de ces licenciements. Le point important, c'est qu'en réalité, il va falloir, lorsque toutes les réunions sont terminées, on développera le nombre de réunions après, c'est qu'en fait, tous ces thèmes, chacun de ces thèmes fait l'objet d'un avis consultation. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire au CSE, rendez votre avis sur le motif économique. Non, le CSE va rendre un avis sur chacun des points. Il va dire s'il est favorable ou pas favorable au projet de licenciement économique, mais surtout, il va donner aussi son avis sur notamment les critères d'ordre, sur la façon dont le licenciement est envisagé. Sachant que si l'avis, notamment sur les critères d'ordre, n'a pas été mis en œuvre, eh bien, ça peut rendre le licenciement du salarié concerné abusif. Concernant les licenciements collectifs pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, là, c'est une procédure spécifique, c'est-à-dire qu'il faudra organiser au moins 2 réunions qui sont espacées au minimum de 15 jours. La première réunion a pour but de développer les éléments qu'on a expliqués ci-avant, c'est-à-dire présenter le projet, développer les difficultés financières, les critères d'ordre et tout ce qu'on a développé ci-avant. Et la seconde réunion permettra d'examiner les suggestions qui ont été faites par les membres du CSE lors de cette première réunion, d'arrêter l'ordre des critères et permettra également au CSE d'entendre les explications de l'employeur sur ces sujets-là. Des délais spécifiques sont appliqués concernant l'avis à rendre par le CSE. Le CSE disposera d'un délai de 2 mois si le nombre de licenciements est inférieur à 100 salariés. Ça peut aller jusqu'à 4 mois si on parle d'un licenciement de plus de 250 salariés. Ces délais, ils courent à compter de la première réunion si toutes les informations sont bien transmises dès la première réunion. En revanche, si le CSE est convoqué sur le sujet du projet de licenciement collectif uniquement lors de la deuxième réunion, c'est-à-dire que la première réunion, on parlait uniquement de difficultés, on explique au CSE qu'il y aura peut-être des conséquences pour les salariés qui pourraient aller jusqu'à des licenciements. Dans ce cas-là, le délai ne court pas. C'est seulement à partir de la deuxième réunion, quand on enverra la convocation, où il y aura écrit ordre du jour, projet de licenciement collectif pour motif économique, c'est à partir de cette réunion-là que démarrera le délai imparti pour rendre l'avis. Également, concernant les entreprises sous-traitantes, si la mesure envisagée par l'employeur a un impact sur ces entreprises, il faudra effectuer une information consultation du CSE dans ces entreprises. C'est-à-dire que dans l'entreprise A, je décide de modifier ou d'avoir un projet important qui a des conséquences sur mes salariés, et je me rends compte qu'en fait, ce projet a également des conséquences sur les salariés des entreprises sous-traitantes. Eh bien, dans ce cas, l'employeur de l'entreprise A devra
informer l'employeur B de l'entreprise sous-traitante de ce projet, et lui, l'employeur B, devra informer, consulter le CSE sur ce projet en expliquant qu'il y aura un impact probable sur l'évolution de leur activité et de l'emploi au sein de cette société sous-traitante. Le CSE a également un rôle à jouer dans les assemblées générales, conseils d'administration ou de surveillance. Ils sont obligatoirement représentés au sein de ces conseils. Ils peuvent présenter des projets de réclamation aux réunions des assemblées. Ils doivent donc être convoqués au même titre que les membres de ces conseils d'administration de surveillance. En revanche, ils ne peuvent pas participer au vote, mais ils peuvent prendre la parole lors des réunions et exprimer leur avis sur les sujets qui sont traités. Donc, ce thème-là, du rôle dans les assemblées générales et conseils d'administration, ce n'est pas les réunions que nous avons évoquées jusqu'à présent, que ce soit les réunions obligatoires ou les réunions ponctuelles, c'est le fait que le CSE est obligatoirement représenté au sein du conseil d'administration et de surveillance des sociétés et que là, il a accès à toutes les informations qui vont régir la vie de l'entreprise au niveau notamment juridique, voire financier, mais ceci ne dédouane pas de l'information obligatoire et récurrente que nous avons vue en amont sur la situation économique et financière de l'entreprise. Alors, pour répondre à la question que peut-être tous les auditeurs ne voient pas, qui était que dans le cadre d'une transformation d'une SARL en SAS, est-ce qu'il y a une obligation de communiquer l'avis du CSE aux associés ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, animent devant vous des avocats en droit social, non pas en droit des sociétés, et qu'aujourd'hui, cette animation est de dire attention, on va le voir plus loin, si vous ne respectez pas les règles, soit d'une simple information si c'est le cas, ou d'une information consultation, vous allez voir plus loin que ça va avoir des impacts extrêmement négatifs sur la décision vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de votre CSE doté de la personne morale. Est-ce qu'il va y avoir une obligation ensuite de communiquer l'avis aux associés de l'entreprise? J'ai presque envie de dire, c'est le service droit des sociétés qui aurait peut-être plus la réponse. Est-ce que les associés, c'est des associés majoritaires? Est-ce que c'est des associés minoritaires? Est-ce que c'est déjà des associés qui avaient été partie prenante au projet? Mais quelque part, l'avis du CSE, on le verra plus loin, même s'il est défavorable, n'empêche pas la mise en œuvre de la décision. C'est le fait que cet avis n'ait pas été recueilli, on va le voir plus loin, qui va empêcher la mise en œuvre ou qui va être lourde de conséquences. Donc, après, est-ce que l'avis du CSE, qui soit favorable ou défavorable, va avoir une conséquence pour les associés? Généralement, quand cet avis est formulé, la décision, le projet, il est déjà bien avancé. Mais il n'est pas juridiquement ferme et définitif. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout de nos pourparlers complets de fusion, même s'ils sont bien avancés. Donc, à partir de là, en tout cas, en droit social, nous, on ne peut pas dire il y a une obligation de le communiquer aux associés. Mais pour autant, je pense qu'effectivement, les associés, si ça peut encore faire pencher certaines choses, pourquoi pas? Qui peut le plus, peut le moins. Donc, la procédure d'information et de consultation, comment elle se passe? Alors, on a déjà un tout petit peu dit, c'est que s'il s'agit d'une information, alors ce qu'il s'agirait d'une information, eh bien, par exemple, on a une société qui prendrait des actions dans une holding, mais qui ne prendrait pas d'action dans les sociétés, dans les filiales. Dans une société holding qui serait la mère, dans les filiales. Ça s'arrête là. Dans ce cas-là, eh bien, dans mes filiales qui sont dotées d'un CSE, je devrais les informer et j'ai le choix entre les informer avant. Je vous informe que la holding va vendre une partie de ses actions à tel groupe, ou je vous informe que la holding a vendu une partie de ses actions. Par contre, il doit y avoir une information du CSE et comme son nom l'indique, c'est une information. J'ai envie de dire, le CSE n'a rien à dire, que ce soit avant ou après. Ça va quand même être acté dans un procès verbal. Et puis, vous avez donc la fameuse information consultation
et on ne le répétera jamais assez, qui doit être obligatoire avant toute prise de décision ferme et définitive. Eh bien, en fait, si on regarde, ça va se décortiquer en 5 étapes. La première étape, c'est qu'on va remettre aux membres du CSE, à tous les membres du CSE, qu'ils soient titulaires et suppléants, ces informations. On verra après quel rôle peuvent jouer les suppléants, mais on va remettre ces informations et on va leur remettre ces informations pour qu'ils aient un délai suffisant pour les examiner en amont de la réunion. Au cours de cette réunion, ils vont pouvoir s'exprimer, formuler des observations. Au cours de cette même réunion ou peut-être d'autres réunions, mais qui seront des réunions, je mets un peu des guillemets, mais complémentaires en fait à cette première réunion, pour voir s'il y a eu besoin que l'employeur présente d'autres documents, apporte des réunions plus précises. Et c'est enfin à l'issue de toute cette transmission d'informations, qu'elle soit écrite ou orale, que le CSE va formuler son avis. Alors, transmission d'informations. En règle générale, eh bien, ça va se traduire par le fait que lorsque je vais convoquer mes membres titulaires et suppléants du CSE, je vais leur transmettre un ordre du jour auquel sera associé tous les éléments d'information que, en tout cas, j'estime devoir leur présenter. Justine vous parlait tout à l'heure, notamment des documents économiques et financiers. Ça peut être des bilans, ça peut être des analyses, ça peut être des diagnostics, ça peut être tout ce qui va pouvoir entourer votre décision. Vous souhaitez recourir à une durée du travail avec des plages hautes, des plages basses, vous allez présenter tous les éléments qui vous conduisent à vouloir mettre en œuvre ce type d'organisation du travail. Alors, j'évoquais les membres suppléants parce que, comme vous le savez, ils n'ont plus à être présents aux réunions, ce n'est plus obligatoire. Pour autant, il peut arriver qu'à la dernière minute, un membre titulaire ne soit pas présent. Prenons l'exemple du Covid, après tout, il est d'actualité, malheureusement encore. Eh bien, votre suppléant, comme il a eu l'ordre du jour, comme il a eu les éléments informatifs joints à cet ordre du jour, ce suppléant va pouvoir siéger en tant que titulaire et vous ne perdez pas du temps. Donc, je répète, on envoie une convocation aux membres titulaires, on envoie le même document dans lequel on n'écrit pas « nous vous convoquons », mais « nous vous informons » et on joint tous les éléments aux suppléants. Sachant que certaines entreprises ont fait le choix que néanmoins les suppléants continuent à siéger aux réunions du CSE. Et le Code du travail prévoit que le délai entre le moment où vous convoquez vos membres et la tenue de la réunion est de 3 jours. Alors, le Code du travail est malgré tout, dans la réforme de 2017, resté muet sur cette notion de 3 jours. On ne sait toujours pas si on parle de 3 jours calendaires, 3 jours ouvrés, 3 jours ouvrables. Donc, premier conseil que nous vous donnerons, c'est si vous pouvez, faites des jours ouvrés, ce sera plus facile. Si vous êtes extrêmement pressé par le temps, essayez de respecter à minima des jours ouvrables. L'idée étant pas que vous fassiez jurisprudence. Alors, la réunion du CSE, c'est ce que nous vous expliquons. Il va y avoir des échanges. Ça peut entraîner qu'il va y avoir d'autres réunions, comme effectivement le CSE va s'estimer suffisamment informé. Alors après, on va rentrer dans du cas par cas de déterminer à quel moment le délai classique d'1 mois, sur lequel je vais revenir ensuite, va commencer à être décompté. Est-ce qu'il est décompté à partir du moment, et c'est ce que dit la loi, où le CSE reçoit les informations, c'est-à-dire lorsque j'envoie mes convocations avec mon ordre du jour et tous les documents nécessaires, ou est-ce qu'il démarre
à l'issue de cette première réunion, à l'issue de la transmission d'informations complémentaires, qui donne ou pas l'objet d'une autre réunion ou de plusieurs réunions, eh bien, ça va être du cas par cas. C'est-à-dire que vous allez déterminer avec vos membres du CE, parce que vous ne pouvez pas discrétionnairement dire « moi, j'estime que vous étiez suffisamment informé la première fois que je vous ai convoqué ». Donc, vous allez déterminer, et c'est à partir de là que votre délai, qui est d'1 mois, vous pouvez prévoir par accord d'entreprise que ce délai ne sera pas d'1 mois, mais qu'il sera de 15 jours. C'est-à-dire que, notamment au moment du renouvellement de l'institution, de la mise en place de l'institution, vous préparez un règlement intérieur à votre CSE et vous préparez également un accord d'entreprise qui peut être négocié avec lui ou vos délégués syndicaux pour dire que toutes les informations, consultations, eh bien, sauf recours à l'expert sur lequel on va revenir, sera inférieur à 15 jours. Deuxième étape, vous n'avez rien prévu, vous n'avez pas cet accord d'entreprise, mais pour autant, ce délai d'1 mois, si votre CSE veut se prononcer avant, veut vous rendre un accord positif notamment, et que ça va permettre de faire avancer les choses. Là, on est dans un dossier où on va négocier, parce qu'il n'y a pas de délégués syndicaux, un accord avec nos membres titulaires du CSE. Je ne rentre pas dans les détails ils ont décidé, en tout cas, d'y participer, notamment pour ce qui va être une remise en cause de l'organisation, notamment de la législation, des heures supplémentaires et du contingent annuel. Le CSE est déjà venu trouver l'employeur pour lui dire qu'il y était favorable et qu'il était prêt à négocier. Donc, en fait, on va avancer la réunion de façon à ce qu'il rende cet avis favorable avant ce délai d'1 mois. Un point aussi sur les réunions, c'est que nos réunions, qu'elles soient récurrentes ou ponctuelles, dans les entreprises de moins de 300 salariés, ma réunion avec mon CSE, elle est mensuelle, alors que dans les entreprises de plus de 300, elle est pas bimensuelle, elle est tous les 2 mois, pardon. Eh bien, vous pouvez tenir ces réunions, qu'elles soient obligatoires ou ponctuelles, dans le cadre de ces réunions de CSE. Vous le mettez à l'ordre du jour tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas nécessairement, si votre date d'une réunion qui est ponctuelle ou une réunion récurrente est prévue, vous pouvez le mettre à l'ordre du jour. Vous ne serez pas tenu d'avoir une réunion extraordinaire, je le répète, si votre prochaine réunion habituelle du CSE est proche. Bien évidemment, vous pouvez faire des réunions extraordinaires si ce n'est pas le cas. Donc ensuite, traditionnellement, on a un délai d'1 mois, on a un délai de 2 mois si j'ai recours à un expert, et on peut avoir un délai qui va être porté jusqu'à 3 mois si je suis dans une entreprise à établissement mutuel qui a recours à un expert. À l'issue de ces délais, votre CSE va rendre un avis unique sur l'ensemble des thèmes énoncés, mais par contre, il va rendre un avis séparé pour chaque thème que nous avons déjà évoqué tout à l'heure. On l'a vu pour les licenciements économiques, on a parlé notamment, c'est important, j'y reviens, des critères de choix, de la mise en œuvre aussi des mesures de reclassement. Il va se prononcer sur les mesures. Ça peut être des mesures toutes simples imposées par la loi de congé de reclassement, de contrat de sécurisation professionnelle. Si on est dans un plan de CSE, ça peut être les aides à la mobilité géographique et tout un tas d'autres sujets. Et donc, ce qui est important, c'est que, et la grande innovation de la loi de 2017, ça a été de dire, 2015, pardon, la loi Rebsamen, ça a été de dire pas d'avis équivaut à un avis négatif. C'est-à-dire qu'avant, on flottait juridiquement parce que le CSE ne rendait pas d'avis ou disait ne se prononce pas, et tant qu'on n'avait pas un avis, eh bien, l'opération était paralysée. En pratique, soit on saisissait le tribunal de grande instance, aujourd'hui c'est le tribunal judiciaire, le tribunal de grande instance, où on saisissait le juge en référé et on lui demandait d'obliger ou pas, le ou pas étant important,
le CSE à se prononcer. Donc concrètement, ça veut dire qu'on arrivait devant le juge et qu'on lui disait « Nous considérons que nous avons rempli toutes nos obligations de transmission d'informations et de documents ». Et le CSE disait « Ben non, moi j'estime que je ne suis pas suffisamment informé ». Et si le tribunal considérait que l'employeur n'avait pas transmis toutes les informations, parce que ça en pratique, il y a des informations qu'on n'a pas toujours envie de transmettre, eh bien, il pouvait dire le CSE a raison de ne pas se prononcer. Et donc, eh bien, remplissez vos obligations et il pourra se prononcer. Ce que j'essaie de dire, c'est que là, on était en train de prendre du temps au temps. Inversement, il pouvait dire au CSE, maintenant non, vous avez ce qu'il faut, prononcez-vous. Donc là, ce qui est important, et j'ai envie de dire réconfortant pour nos entreprises, c'est que passer les délais de 1, 2, 3 mois, voire moins, comme je l'ai évoqué, eh bien, pas de réponse égale un avis négatif, mais ne paralyse pas la mise en œuvre de l'opération envisagée. Le point suivant était effectivement d'évoquer le recours, le recours à l'expert. Donc, il faut savoir que notamment dans les situations et les opérations dites importantes que nous évoquions tout à l'heure, de concentration, de licenciement économique important, évidemment, en termes d'OPA, on n'est sciemment pas allé sur ce sujet aujourd'hui parce que vous vous doutez bien que s'il y a une OPA, on va automatiquement plus dire que c'est une simple information et que, comme on l'a dit, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la détermination entre l'information et la consultation. Donc, à partir de là, le CSE peut demander à recourir à un expert. Ce qu'il faut savoir, je vais passer au point 2, ça me semble important, c'est que cet expert, il va être financé à 80% sa facture par l'employeur et 80% et 20% restants par le CSE. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il a accès à tous les documents, je le répète, à tous les documents comptables et financiers. De façon simplifiée, retenez qu'il a les mêmes droits que votre commissaire ou votre expert comptable. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien refuser à lui présenter. D'accord ? En revanche, là aussi, l'innovation de la loi, c'est qu'avant, il pouvait faire son expertise pendant des mois. Et là, on le répète, notre opération était paralysée. Et aujourd'hui, en fait, il va avoir un temps, il va avoir un délai de 15 jours avant l'expiration des délais de consultation, 1 mois ou 2 mois, puisqu'on a eu recours à lui, on passe à 2 mois. Et en fait, il va même avoir un délai spécifique porté à 8 jours à compter de la notification de la décision de l'autorité de concurrence en cas de projet de concentration envisagé. Donc là, à nouveau, on a quand même encadré les délais d'intervention de l'expert. On a aussi encadré le coût, parce qu'à l'époque, il était à 100% supporté par l'employeur. Et en fait, ça va quand même permettre de ne pas paralyser dans le temps, à défaut même de faire des reproches à l'employeur sur un défaut d'information, de ne pas paralyser dans le temps l'opération envisagée. Donc, on va passer maintenant aux sanctions en l'absence d'information-consultation ou en cas d'irrégularité d'information-consultation. C'est de savoir effectivement quelles sont les conséquences de se dire « je ne le fais pas » ou « je ne le fais pas bien ». Donc, les sanctions peuvent être de deux natures. Il y a des sanctions pénales et des sanctions civiles. Donc, la sanction pénale, c'est le délit d'entrave au fonctionnement de l'institution dans le cadre de ces informations-consultations. C'est-à-dire que c'est soit en l'absence de consultation, mais également en cas de consultation tardive ou alors si l'employeur transmet des informations insuffisantes. Si l'employeur décide de ne pas transmettre un bilan ou une information concernant, je ne sais pas, le nombre exact de salariés qui vont être licenciés, eh bien, dans ce cas, il peut être sanctionné d'un délit d'entrave par le juge. Donc, c'est une amende de 7 500 € qui est prononcée. Et comme on le disait auparavant, c'est une action qui peut être engagée uniquement par les CSE élargis, puisque c'est seulement le CSE élargi qui a la personnalité juridique et qui peut donc assigner l'employeur en justice. Petit rappel, cette somme de 7 500 € est une amende pénale qui est supportée par la personne physique
de l'employeur. Elle n'est pas supportée par la personne morale. La personne morale, on peut aller jusqu'à une condamnation de 5 fois cette somme selon les sujets envisagés. Exactement. Et il y a également des sanctions civiles qui peuvent être prononcées. Et dans ce cas, le CSE devra saisir le juge des référés qui suspendra la décision de l'employeur jusqu'à ce que la procédure ait été menée à son terme, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'employeur ait transmis toutes les informations et qu'il ait bien fait ces informations consultation, comme on vous l'a expliqué auparavant. Tant que ces éléments ne sont pas transmis ou que l'information consultation n'est pas effectuée, le projet est bloqué. En fait, on revient un petit peu à ce que j'ai expliqué avant, c'est qu'en réalité, si vous êtes en cours de consultation ou que le CSE l'apprend, alors que vous n'avez pas procédé à cette information consultation et que votre opération n'est pas finalisée, il peut, par la voie du référé, faire paralyser votre opération et obtenir des dommages et intérêts également. Donc, on vous a cité quelques exemples de jurisprudence concernant des sanctions qui ont été prononcées par le juge. Donc, il y a par exemple l'obligation d'effectuer une nouvelle information consultation. C'est le cas si l'employeur n'a pas fourni tous les éléments nécessaires. Également, la condamnation au versement de dommages et intérêts. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu une condamnation dans une entreprise où l'employeur avait uniquement informé le CSE et non pas effectué une information consultation alors qu'il aurait dû le faire. Donc, on voit véritablement que notre sujet d'aujourd'hui est important puisque information et consultation ne regroupent pas n'ont pas les mêmes incidences et n'ont pas la même portée. Et comme dit, il peut y avoir suspension de la procédure et en jurisprudence, les juges ne sont jamais allés jusqu'à annuler toute une opération. Non. C'est vraiment, il faut informer, consulter le CSE, transmettre les données. Tant que vous ne le faites pas, on suspend l'opération en cours. Une fois que vous aurez tout bien fait, vous pouvez reprendre votre opération et la mener à terme. Donc, l'idée étant plutôt de la mener correctement Exactement. dès l'origine. Voilà, nous en avons terminé. Nous n'avons pas vu arriver d'autres questions. Nous espérons en tout cas qu'il est plus clair pour vous cette fameuse distinction entre l'information et l'information du CSE. Et nous sommes à disposition. N'hésitez pas à revenir vers vous. Nos coordonnées s'affichent si vous avez la moindre question qui vous viendrait ultérieurement. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.